Après les écoliers, premier degré, puis les élèves, second degré. Voici la rentrée des étudiants qui reprennent leurs cours d'enseignement supérieur. Le comportement des intéressés reste inégal. Mais leur nombre a bien changé depuis les années 50. 9 200 000 inscrits pour l'enseignement public, auquel s'ajoutent 1 900 000 élèves de l'enseignement privé. Chiffre record et record heureux pour la nation. Mais quelles difficultés il entraîne? Des locaux à construire, des maîtres à former, rien de tout cela ne s'improvise. L'avenir des jeunes Français, l'avenir de la France, dépend de la rapidité et de l'efficacité des solutions mises en œuvre. Dans des écoles encore trop souvent vétustes, les conditions de travail restent archaïques et deviennent d'année en année plus précaires. De nouveaux groupes scolaires, des universités neuves sont ouverts en diverses régions. Une architecture moderne, des espaces verts, des installations perfectionnées soutiennent la comparaison avec les plus belles réussites étrangères en ce domaine. On construit bien, on tente de construire vite, mais le nombre des édifices nouveaux est encore insuffisant, et voici pourquoi. De 600 000 en 1945, le nombre annuel des naissances s'est élevé à 800 000 et reste depuis 1951 stabilisé à ce niveau, soit une augmentation d'un tiers. On disposait en 1951 d'un délai de 10 ans pour s'adapter aux besoins nouveaux que l'on ne pouvait ignorer. Mais l'effort initial était très insuffisant, il fallut par la suite le développer considérablement. À l'augmentation des effectifs s'ajoute la prolongation de la scolarité. Deuxième cause heureuse, elle aussi, les élèves prolongeant volontairement leurs études passent de 42 à 68%. Pour ne pas surcharger les classes, il faut de nouveaux professeurs qualifiés. Et pour les former, des délais plus longs encore que pour construire des écoles. Leur nombre est passé de 260 000 en 1952 à 540 000 en 1964. En 12 ans, il a doublé. Le taux d'encadrement, nombre d'élèves par enseignant, a pu être maintenu dans la plupart des cas dans des limites acceptables. Dans le second degré, ce taux est passé de 16 à 20. Dans les classes élémentaires, il a pu être maintenu à 29. Dans l'enseignement supérieur, il a été, grâce aux nouveaux maîtres assistants, ramené de 47 à 22. Pour favorables que soient ces moyennes, elles n'excluent pas que des insuffisances graves en locaux comme en professeurs aient pu être mises en évidence dans les classes terminales ou dans certaines facultés, notamment en Sorbonne. Les améliorations indispensables dépendent évidemment des moyens financiers. En 1952, avec 2 209 millions de nouveaux francs, les crédits de l'éducation nationale représentaient 7% du budget général. En 1964, avec 13 726 millions, l'éducation nationale reçoit 6 fois plus en valeur absolue et près de 16% du budget. L'effort de ces dernières années est considérable. Partout sont ouverts des chantiers scolaires menés avec vigueur. L'enseignement doit être constamment adapté aux exigences du monde moderne. L'éducation nationale retrouve parmi les activités de l'État la part prépondérante qui lui est due et qui devra encore se développer dans les prochaines années. Pendant que le monde parle beaucoup de la bombe A qui doit être expérimentée en Chine, les petits Chinois, ceux du moins de Pékin, parlent surtout de leur panda favori. Un charmant animal de 23 kilos né en captivité fait en effet les beaux jours du zoo qu'il anime de ses jeux depuis 1 an. Et les enfants raffolent de cette espèce de petit ours de l'Himalaya extrêmement rare. Dans l'île de Formose, les adultes de l'autre Chine ont un sujet d'admiration, ou plutôt plusieurs. Ils considèrent d'un œil fort compréhensif ces créations typiquement occidentales que sont les Miss. Ils possèdent eux-mêmes leur Miss aux yeux bridés, mais ils accueillent avec un intérêt évident celles que leur envoie le monde d'Occident, telles Miss Univers d'origine grecque et Miss Amérique. Il reste que si les deux Chines ne manquent pas de sujets d'admiration, elles offrent quelques sujets de réflexion.
Quand on connaît par exemple le rythme de la natalité à Formose, l'apparition régulière de jumeaux peut laisser rêveur. De même peut laisser rêveur le défilé qui a aligné à Pékin 70 000 personnes devant la tribune où se trouvait Mao Tse-tung, à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de la République populaire chinoise. Chaque année, sur la place de la Paix Céleste, cette commémoration permet de prendre la mesure d'un peuple qui est le plus nombreux du monde, 700 millions d'individus, presque le quart de l'humanité, et qui s'accroît au rythme de 20 millions par an. Quittant les bords du Pacifique pour les rivages de l'Atlantique, le général de Gaulle arrive à Buenos Aires. Profitant de la présence de dizaines de milliers de personnes venues acclamer le président de la République française, des commandos péronistes vont tenter d'associer à ce témoignage d'amitié une manifestation hostile au gouvernement argentin, d'où quelques bousculades, quelques heurts sans douceur avec la police. Péripéties d'ordre intérieur que le président de Gaulle voulut ignorer. Devant le Parlement argentin qui lui fit ovation, il souligna la communauté d'idées, d'intentions et de jugements des deux pays. Le lendemain, le président et sa suite se retrouvaient dans une estancia des environs pour un divertissement équestre. Le général aurait préféré prendre contact avec la foule comme il aime à le faire. Ce contact, il l'eut enfin à l'usine de Cordoba qui abrite les chaînes de montage des véhicules Renault. Les ouvriers devaient lui réserver l'accueil le plus familier. Au Paraguay, c'est dans une ambiance de 14 juillet que le général de Gaulle a fait son entrée à Asunción. La journée était fériée et une parade militaire avait été organisée sur l'avenue du Maréchal Lopez, les Champs-Élysées d'Asunción. La revue devait se poursuivre avec le défilé des lycées et des écoles, 10 000 garçons et filles de 10 à 18 ans représentant la jeunesse de la capitale. Depuis Caracas, le cortège avait connu bien des climats, bien des altitudes, mais il manquait la pluie. Elle sera dispensée en déluge par le ciel de Montevideo. Les rafales seront pourtant impuissantes à modérer l'enthousiasme des Uruguayens qui, sous les parapluies et les imperméables, ont réservé à la France et à son représentant, selon les propres termes du général de Gaulle, une réception indescriptible. La grande kermesse olympique vient de commencer. Près de 7000 athlètes ont participé à l'énorme défilé d'ouverture, les Grecs tout d'abord, et puis parmi les autres délégations, les Français. Les deux grands, l'un derrière l'autre, les Américains d'abord. Immédiatement après eux, les Soviétiques. Les autres Japonais clôturent le défilé. L'empereur Hirohito déclare ouverts les Jeux Olympiques 1964. Pour assister à ce spectacle grandiose, on s'est battu à la porte du stade. Certains spectateurs ont payé leur place 140 000 anciens francs, simplement pour se baigner dans cette ambiance, pour participer à l'événement. C'est un rite immuable. Tous les 4 ans, la cérémonie se déroule de la même manière. Au début de chaque Olympiade, dès qu'entre sur le stade le porteur du flambeau olympique, les clameurs éclatent dans les tribunes. Les Jeux 1964 sont ouverts. Durant 15 jours, le monde entier va tourner ses regards vers Tokyo.